À ce stade, le système s'effondre et à mon avis, il n'y a plus de renflouement non plus. Vous devez alors vous poser la question de savoir qui est derrière cette Organisation mondiale de la santé. Nous assistons à un coup d'État financier fasciste orchestré au niveau international. Je pense que l'hystérie qui entoure le coronavirus sert l'objectif de dépossession. Ils vont devoir mettre la population sous contrôle. Et quoi de mieux que d'enfermer les gens chez eux et puis fermer l'accès à certaines parties de l'Internet et avoir des patrouilles de police dans les rues. Wenn die Polizei die Straßen kontrolliert, ich halte es auch gut für möglich, dass wir jetzt als nächstes auch noch eine Ausgangssperre erleben werden. Je pense qu'il est tout à fait possible que nous assistions bientôt à un verrouillage total. C'est une occasion historique de faire comprendre à tout le monde ce qui se passe réellement en coulisses. Je pense par exemple que le verrouillage total qui s'annonce est un moyen de gagner du temps avant que certaines décisions ne soient prises. Chers téléspectateurs de Ein Geschenk TV, nous sommes le 20 mars 2020. Il est midi. L'autoroute que nous avons empruntée pour nous rendre jusqu'ici à Berlin était quasiment vide. Les événements se précipitent et demain, ou peut-être la semaine prochaine, nous pourrions nous réveiller dans un monde bien différent. Je souhaite la bienvenue à Ernst Wolf. Cher Ernst, vous êtes l'auteur de The Financial Tsunami is Coming. Alors, qu'en est-il? Est-ce le début de ce raz-de-marée financier ou bien avait-il déjà commencé? Nous sommes en plein milieu de ce raz-de-marée. Nous sommes en train de subir la dernière et ultime vague. En fait, nous avons déjà traversé deux vagues plus importantes. La première en 1998, lorsque le système financier était déjà proche de l'effondrement total. La seconde en 2007-2008, lorsque les banques centrales l'ont sauvé grâce à d'énormes injections financières et à des réductions continues des taux d'intérêt. Et nous sommes maintenant probablement dans la dernière vague, car ce que nous voyons avec l'effondrement des marchés boursiers et obligataires signifie que les bombes des produits dérivés ont dû exploser en arrière-plan. Ce système est mort. Nous assistons à l'effondrement complet et total du système financier qui existe depuis 70 ans. Nous savons tous deux qu'en théorie, le système monétaire fiat, intrinsèquement sans valeur et sans garantie, avec ses intérêts composés et tout ce qui s'y rattache, a une durée de vie limitée. Dans le passé, les banques centrales ont toujours essayé de ressusciter ce système et ses marchés condamnés en réduisant les taux d'intérêt et en saturant les marchés avec de l'argent. Cela pourrait-il fonctionner une fois de plus? Je pense que cela ne pourra pas fonctionner une nouvelle fois, car en décembre dernier, il s'est produit un changement majeur. De plus en plus d'argent a été injecté dans le système, les taux d'intérêt ont encore été réduits, puis on a essayé de stabiliser le système pour le ramener à son mode de décembre dernier. Cela a mal tourné. À partir de ce moment-là, les taux d'intérêt ont été réduits une fois de plus, de manière drastique. Nous avons eu deux réductions des taux d'intérêt aux États-Unis, des réductions vraiment drastiques, l'une de 0,5% et la dernière, je crois, de 1,5% ou 1,25%. Quoi qu'il en soit, c'était un glissement vers un niveau zéro et cela s'est produit un dimanche soir, n'est-ce pas? La réunion régulière aurait dû avoir lieu le mercredi suivant. C'était bien sûr un signal au marché que la maison est en feu. On ne peut pas attendre mercredi. C'est ça. Cela montre que les banques centrales sont à court d'options pour sauver le système. Elles n'ont que ces deux options. Elles peuvent soit y injecter plus d'argent ou elles peuvent réduire les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils soient négatifs. Mais ces deux dernières réductions des taux d'intérêt n'ont déjà pas fonctionné. Les investisseurs ont vendu de grandes quantités de leurs actions et ils se sont tournés vers les obligations et ont acheté d'énormes quantités d'or et d'argent. Dès lors, le système s'effondre et à mon avis, il n'y a plus de renflouement non plus. C'est pourquoi il fallait un bouc émissaire et je pense que ce virus est le parfait coupable. Mais celui-ci n'a pas d'adresse, n'est-ce pas? Exactement, et vous savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert en médecine, mais je sais lire et écrire, et je sais que beaucoup de choses qu'on nous dit ne collent pas. J'ai aussi eu un peu peur et j'ai été trompé au début par ce virus. Lorsque les premières nouvelles sont arrivées de Chine et que les premières histoires d'horreur sont apparues en Italie, mais ensuite il faut prendre du recul et commencer à examiner d'où viennent réellement ces nouvelles. Les informations sur les cas de virus proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis il faut se demander qui est derrière l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a été fondée en 1948 par plusieurs États et a en grande partie
également été financés par ces États pendant les premières décennies. Mais cela a changé avec la déréglementation, un phénomène très important dans le secteur financier. Car la déréglementation est arrivée en même temps qu'une vague de privatisation. Et cette vague de privatisation a également rattrapé l'OMS. Depuis les années 70, le financement public n'a cessé de diminuer et le financement privé a augmenté. Des fondations privées et des sociétés pharmaceutiques ont pris le relais. Et aujourd'hui, ces fondations privées et les grandes sociétés pharmaceutiques financent l'OMS à hauteur de 85% et plus. Est-ce que l'OMS agit comme un groupe de pression pour les grandes entreprises pharmaceutiques? Je dirais que oui. Il suffit de regarder qui a le plus d'influence. Et ce ne sont pas les États individuels, mais les fondations privées et les sociétés pharmaceutiques. Et les fondations privées ne sont rien d'autre que des organisations qui permettent aux riches de ne pas payer d'impôts. On ne peut pas dire que ce soit une organisation digne de confiance. Et il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, la plus grande fondation privée est la fondation Bill et Melinda Gates, qui se présente également comme une fondation humanitaire. Mais regardez un peu quel type d'action elle détient. Je veux parler de ses parts énormes dans Coca-Cola et Pepsi-Cola, des entreprises qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour la santé publique. C'est vraiment intéressant. Ils ont une énorme influence sur cette organisation, l'OMS, tout comme Big Pharma. Et puis, il faut s'intéresser à ce qui est arrivé dans le passé lors d'autres pandémies. J'ai pu observer que lors de la grippe aviaire en 2005, l'OMS a eu des réactions similaires à aujourd'hui. Un directeur de l'OMS en charge de cette grippe avait à l'époque déclaré qu'il s'attendait à ce qu'elle fasse quelques 7 millions de victimes. À l'époque aussi, cela avait provoqué une hystérie incroyable, ce qui avait incité les gouvernements à acheter d'énormes quantités de médicaments aux compagnies pharmaceutiques. Mais les statistiques finales montrent qu'en fin de compte, la grippe aviaire n'a causé qu'environ 150 morts dans le monde. Et pas un seul décès en Allemagne. Mais les grandes entreprises pharmaceutiques avaient raflé la mise. Oui, et il est intéressant de noter qu'en 2007, ce directeur en charge de la grippe aviaire est parti travailler chez Novartis, l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Il est évident qu'en arrière-plan, il y a divers groupes d'intérêt, et je pense qu'il est important, afin d'éviter de sombrer dans l'hystérie collective, de prendre conscience de cela. Car alors, même si vous n'entendez rien à la médecine, vous jugerez la situation sous un autre angle. Okay, also das ist jetzt mal Il est donc évident qu'il y a des gens qui sont en train de gagner beaucoup d'argent grâce à cette campagne de peur. En même temps, nous avons cette bulle de produits dérivés qui explose. Les marchés s'effondrent, tout s'effondre, les premières entreprises ferment et les États réagissent en mettant en œuvre les tactiques habituelles. Injecter encore plus d'argent dans le système, réduire les taux d'intérêt, emploi à temps partiel, etc. Et puis arrive le coronavirus et la panique qui en découle. Ou dans un effort orchestré, les États du monde entier ferment leurs économies, compliquant ainsi massivement la situation. Je n'arrête pas de dire à mes clients que la bulle monétaire gonfle à nouveau alors que l'offre de produits et de services est déjà en train de se réduire en raison de la fermeture qui est appliquée maintenant. N'est-ce pas fondamentalement la recette parfaite pour une hyperinflation? Oui, absolument. À long terme, ce serait le début d'une hyperinflation. Nous l'avons déjà vu à Hong Kong, le premier État à introduire l'hélicoptère monétaire, ce qui signifie qu'une somme d'argent spécifique est directement donnée aux citoyens par la banque centrale ou le gouvernement. Les États-Unis aussi. Les États-Unis ont également annoncé la semaine dernière, comme d'autres gouvernements, l'octroi d'hélicoptères monétaires. Selon moi, l'hélicoptère monétaire est une tentative désespérée ultime afin de sauver un système qui ne peut pas l'être. Car l'hélicoptère monétaire ne peut pas être versé une seule fois. Il doit être distribué régulièrement. Surtout si vous arrêtez l'économie. Vous devez donner de l'argent aux gens et cet argent doit être dépensé pour consommer. Ce qui signifie bien sûr que les prix vont augmenter et qu'une hyperinflation est déclenchée.
Mais je ne pense pas que cela va durer aussi longtemps. Mais sur une note sarcastique, je pourrais dire que l'hélicoptère monétaire est assez utile en ce moment, étant donné que le prix du pétrole vient de chuter. Den zweiten wichtigen Schauplatz, weil wir haben im Moment nicht nur den kompletten Zusammenbruch des gesamten Weltfinanzsystems. Et voici la deuxième sphère importante. Nous n'avons pas seulement affaire à la destruction complète du système financier mondial, mais nous sommes également à l'aube d'un remaniement de l'ordre stratégique mondial. Il y a eu un événement en mars dont bizarrement les médias ont peu parlé. La conférence de l'OPEP à Vienne. Die OPEC-Länder, also die Organisation Erdöl exportierender Länder, die haben sich getroffen und da gibt es noch eine Organisation. Tous les pays exportateurs de pétrole ainsi que les membres de l'OPEP+, comme la Russie et quelques autres, y ont participé, ce qui en fait la plus grande assemblée de pays producteurs de pétrole au monde. L'Arabie saoudite, le plus important ou l'un des plus importants alliés des États-Unis au Moyen-Orient, y a ouvertement défié les États-Unis. Mais tout cela a été dissimulé. Apparemment, l'Arabie saoudite et la Russie n'ont pas pu se mettre d'accord sur la réduction de la production pétrolière pour maintenir le prix du pétrole à un niveau élevé. Parce qu'en ce moment, la demande de pétrole est trop faible car la production est insuffisante, d'où leur volonté de réduire le taux d'approvisionnement en pétrole pour maintenir un prix relativement stable. Ils n'étaient pas d'accord et en fin de compte, il y aurait eu une grosse querelle entre l'Arabie saoudite et la Russie. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que le grand perdant dans cette affaire, ce sont en fait les États-Unis. Les États-Unis ont essayé et ils y sont parvenus. Et ils sont parvenus à gagner leur indépendance sur le plan énergétique. Et à l'heure actuelle, ils sont autosuffisants. Bien que pendant des années, le pays ait été un important importateur de pétrole. Des centaines de milliards de dollars US ont été injectés dans cette industrie de la fracturation. Beaucoup d'argent spéculatif, mais pour que cette industrie reste intéressante, il faut que le baril de pétrole reste à un prix relativement élevé, soit environ 60 à 70 dollars américains. Mais avec le prix du pétrole entre 20 et 26 dollars le baril, ils enregistrent d'énormes déficits financiers. Actuellement, les entreprises s'effondrent inéluctablement. De nombreux investisseurs perdent leur argent et à cela s'ajoute la plus grande bulle de crédit au monde jamais connue. À présent, la quasi-totalité des prêts ne peuvent plus être remboursés, ce qui signifie que le nombre de prêts irrécouvrables augmente de manière exponentielle. Le système financier est mis à genoux sous plusieurs angles et il ne pourra pas survivre longtemps à cette situation. Et le problème suivant est la bulle des produits dérivés. La chute du prix du pétrole à moins de 30 dollars le baril aurait à elle seule fait imploser cette bulle. Le pétrole est la matière première la plus échangée au monde et toutes les actions commerciales sont garanties par des produits dérivés. Les produits dérivés ne sont pas seulement des paris, mais aussi des paris qui servent à couvrir les transactions. Mais ces couvertures ne fonctionnent que si les prix sont raisonnablement maintenus. L'un des phénomènes auxquels nous avons assisté ces dernières années est que les banques centrales ont toujours empêché les marchés boursiers et obligataires de s'effondrer et ainsi devenir incontrôlables. La raison la plus importante de maintenir l'équilibre de ce système est la qualité énorme de produits dérivés en arrière-plan. Et ce qui est insensé, c'est que personne ne sait combien de produits dérivés existent dans le monde. La Banque des règlements internationaux, BRI, à Bâle, publie régulièrement des estimations. Et d'après leurs dernières estimations, les produits dérivés représentent environ 700 000 milliards de dollars, ce qui est un chiffre époustouflant. Personne ne sait combien sont réellement échangés. Beaucoup le sont de gré à gré. C'est exact. Vous avez ces transactions OTC de gré à gré qui ne sont pas inscrites dans les livres comptables des entreprises, ce qui entraîne un énorme marché noir. Les initiés estiment que cela représente environ 1,25 milliard de dollars. Et même si ce chiffre était faux, même si seuls les chiffres de la BRI à Bâle étaient corrects, la bulle des produits dérivés a définitivement explosé il y a quelques jours. Et le système financier mondial est en panne. C'est comme si vous aviez tiré sur un lapin, le lapin est touché, mais il court encore sur 30 à 40 mètres avant de s'effondrer. Il est déjà mort, mais il finit par s'effondrer. À entendre ces chiffres, les 750 milliards d'euros que la Banque centrale européenne veut injecter dans le système financier en achetant toutes sortes d'actifs, des obligations à haut rendement, potentiellement des actions, ils font vraiment pas le figure en comparaison. Autant essayer d'éteindre un brasier déchaîné avec un petit arrosoir. C'est un petit peu trop tard, mais c'est bien sûr un service rendu aux grands investisseurs. Comme nous le savons, l'argent n'est pas distribué à la population en général, il tombe directement dans leur poche. En ce moment, le gouvernement américain est occupé à distribuer de l'argent à Boeing
Boeing, une société qui a réalisé des bénéfices de plusieurs milliards au cours des dernières décennies. Et maintenant, juste avant que la maison ne s'effondre, ils reçoivent une aide financière supplémentaire. Nous assistons à un pillage de dernière minute de la maison en feu. Tout est à saisir et les principaux investisseurs reçoivent les derniers bons morceaux. Mais même sans la bulle des produits dérivés, qui se situe à un tout autre niveau, la fermeture de l'économie pousse maintenant les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne pas faire de bénéfices pendant 4 à 8 semaines à l'insolvabilité. Et donc nous avons des remboursements de prêts irrécouvrables, entraînant un accroissement des problèmes dans le secteur bancaire, qui était déjà confronté à de graves problèmes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Il s'agit d'une introduction délibérée d'un effondrement économique. Cet effondrement économique est délibérément provoqué. Donc, principalement, on ne vient pas seulement d'abattre notre système financier, mais on l'a également empoisonné et poignardé en même temps. Exactement. Et au final, il est pillé. Mais des phénomènes intéressants se sont produits la semaine dernière. Par exemple, mardi, l'entreprise Volkswagen a annoncé qu'elle allait fermer de nombreuses usines en raison de la propagation du coronavirus. C'est complètement fou, car normalement, une telle annonce aurait dû être faite un vendredi soir après la fermeture des marchés boursiers, évitant ainsi une chute libre de ces actions. Mais une autre chose entre en jeu ici, la possibilité de gagner beaucoup d'argent grâce à la chute des cours des actions par la vente à découvert. Tout initié ou toute personne qui savait à l'avance que Volkswagen ferait cette annonce le mardi matin pouvait parier sur la chute des cours et ainsi encaisser beaucoup d'argent. Cela fonctionne tant que les émetteurs ont quelque chose à émettre et c'est ce qui, une fois de plus, a frappé le plus durement les banques distributrices. Oui, absolument. Nous sommes dans la phase finale de ce système financier et nous assistons à une orgie de pillage de la part des grands investisseurs. Pour l'homme de la rue, c'est bien sûr horrible. Mais il y a une autre chose que je voudrais mentionner. Le fait qu'Amazon, aux États-Unis, vient d'embaucher la semaine dernière 100 000 nouveaux travailleurs. Amazon sort grand gagnant ici. C'est l'une des plus grandes sociétés du monde, qui n'a payé aucun impôt nulle part ces 2 dernières années. Au contraire, elle a reçu des incitations fiscales. Les bénéfices de cette société montent en flèche, tandis que les petites entreprises font faillite. Nous devons également nous demander ce qui va se passer à partir de maintenant. Die ganzen kleinen Betriebe reihenweise bankrott gehen. Aber wir müssen uns jetzt auch fragen, was passiert? Oui, exactement. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement ne peut pas continuer ainsi. Et donc, voici maintenant ma question. Que pensez-vous? Nous sommes pour le moment dans l'expectative. C'est pourquoi cette vidéo est si importante et potentiellement dangereuse à ce stade. Et chers téléspectateurs, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Bref, maintenant, Ernst, que nous réserve l'avenir? Il est incroyablement difficile de prévoir ce qui va se passer, et je n'ai pas de boule de cristal. Mais certaines choses peuvent certainement être prévues. Il n'est plus question d'épargne dans ce système, ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, ils devront agir. Il y a plusieurs options sur la table maintenant. L'option d'une réforme monétaire. Vous voyez qu'ils ont fermé les frontières partout. Il y a l'option de réintroduire le Deutschmark. Il y a aussi la possibilité que l'Allemagne revienne sur toutes ses dettes de l'Union européenne, car elle a donné beaucoup de garanties pour les autres pays de l'Union européenne. Et cela met bien sûr le budget allemand à rude épreuve. Donc il y a cette possibilité qu'un jour le gouvernement dise « Nous ne rembourserons pas ces dettes à l'Union européenne ». Une autre opinion est donc la réintroduction du Deutschmark, mais je crains que cela ne suffise pas. Ce que je soupçonne, c'est qu'ils mettront en œuvre un plan du Fonds monétaire international. Celui-ci avait déjà proposé en 2013 d'exproprier tous les citoyens jusqu'à un certain pourcentage, de sorte qu'ils pourraient potentiellement réduire de 25 ou 50% tous les comptes en espèces de tous les citoyens. Eh bien, normalement, une réforme monétaire est toujours associée à une dépossession. Lors d'une réforme monétaire, on exproprie normalement via le nouveau taux de change de la monnaie. Mais je pense que dans ce cas, cela ne suffira pas. Vous voulez donc dire légalisation des charges 2.0? Oui, exactement. Quels sont les groupes de revenus et de biens qui sont à risque ici? Je pense que toutes les catégories de revenus sont en danger ici. Nous avons vu par le passé comment cela fonctionne. Il suffit de voir comment cela s'est passé en Grèce et à Chypre.
À l'époque, les Chypriotes ont été expropriés. L'IMF a d'abord suggéré de prendre 25% de la richesse de chaque citoyen. Mais les politiciens sont intervenus disant « Nous ne pouvons pas faire passer cela, cela risque de provoquer des émeutes. » Et donc, ils ont fait 20 000 ou 50 000 euros d'expansion. Et pour finir, ils ont exproprié les gens dont les biens étaient supérieurs à 100 000 euros. Ils ont pris tout ce qui était au-dessus de cela. Mais je ne pense pas que ce sera le cas cette fois-ci. Je pense que l'hystérie qui entoure le coronavirus sert l'objectif de dépossession. Ils vont devoir mettre la population sous contrôle. Et quoi de mieux que d'enfermer les gens chez eux et puis fermer l'accès à certaines parties de l'Internet et avoir des patrouilles de police dans la rue. Je pense qu'il est tout à fait possible que nous assistions bientôt à un verrouillage total et qu'ils annoncent alors « Au fait, vous venez de vous appauvrir de tant de pourcents, oh, et nous introduisions une nouvelle monnaie. » C'est leur façon de se préparer aux protestations. Car franchement, les gens ne vont pas accepter ça sans broncher. Ils vont se soulever. Une réforme monétaire doit être préparée minutieusement, sinon c'est le chaos. Et je ne souhaite pas me trouver dans la rue à ce moment-là. Ce sera la guerre civile. Si vous mettez un instant de côté le coronavirus et que vous observez simplement le confinement et ses conséquences, les magasins fermés, les gens qui ont été rapatriés d'autres pays, les touristes, etc., personne n'est autorisé à entrer ou à sortir. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film. Mais si j'additionne tous ces points, cela y ressemble dangereusement. La question qui reste est quand ? Oui, c'est une grande question, une question décisive. Nous assistons à un coup d'État financier fasciste orchestré au niveau international. C'est vraiment intéressant. Tous les pays semblent s'aligner. Hier, j'ai entendu dire que la Banque nationale suisse, par exemple, travaille sur de nouveaux francs cryptiques. Les prévisions sont toujours délicates, surtout dans ce cas. Mais en supposant qu'il y aura une nouvelle monnaie, comment pensez-vous qu'elle sera conçue ? Angenommen, es kommt ein neues Geld. Was würdest du denken, wie ist das designt? Das kann ich im Moment nicht sagen. Also es kann eine goldgedeckte Währung kann kommen, weil das Gold wird vielleicht eine große Rolle spielen. C'est impossible de le dire à ce stade. Une monnaie adossée à l'or pourrait arriver. L'or pourrait jouer un grand rôle ici. La réintroduction de l'étalon or, mais il n'y a pas d'accord. Pour l'instant, les banques centrales et les fonds spéculatifs en arrière-plan sont les principaux acteurs de ce scénario. Et je suis presque sûr qu'ils tiennent réunion d'urgence après réunion d'urgence à l'abri, à Bâle. Also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, dass da in der Vorstandsetage eine Notsitzung nach der anderen zurzeit durchgeführt wird. Weil wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass die ganzen Zentralbanken... Ces dernières années, nous avons vu les banques centrales coordonner leur politique entre elles. Et en parlant de la Banque centrale suisse, elle possède d'énormes parts d'Apple et de Netflix, de Google, etc. Mais ce scénario est terminé. Et nous allons maintenant voir quelles sont les banques centrales les plus fortes et quelles sont les plus faibles. Je ne peux pas prédire comment cela va évoluer. Je ne peux qu'imaginer que ceux qui, en arrière-plan, tiennent vraiment les rênes dans ce domaine, se battent pour reprendre le contrôle de la situation. Je pense par exemple que le verrouillage total qui s'annonce est un moyen de gagner du temps, quelques jours, avant que certaines décisions ne soient prises. Dass das ein Mittel ist, sich noch mal Luft zu verschaffen, ein paar Tage, dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Il y a suffisamment d'auxiliaires de la région qui étaient censés assurer le défenseur 2020. Mais est-ce que cela a une quelconque importance, qu'une banque centrale soit forte ou faible? Ne sommes-nous pas mondialisés et connectés au point qu'il suffit d'une pichenette d'un côté ou de l'autre de ce grand domino pour que l'ensemble s'effondre? Oui, absolument. Cet effet domino est en action en ce moment même. C'est pourquoi tout s'écroule. Si je pose la question, c'est parce que la Norvège, avec ses ressources pétrolières et ses fonds souverains, a une économie nationale extrêmement solide. Et pourtant, ces derniers jours, la couronne norvégienne a dramatiquement perdu de sa valeur. Oui, parce que tout le monde est si étroitement lié. La Deutsche Bank est si intrinsèquement liée à JP Morgan Chase, à la Citibank, etc., que personne ne peut décider ou faire quoi que ce soit nulle part, sans que cela n'affecte les autres. Mais le signal fort pour moi, c'est la fermeture des frontières partout, poussant au nationalisme.
dieser Nationalismus wird ja auch damit gefördert. Man muss sich aber immer wieder bedenken, il faut garder à l'esprit que dans ce monde, il existe cette puissance internationale et cette puissance, c'est l'industrie financière. Les gens de cette industrie ne se soucient pas des frontières. Ils n'y ont jamais prêté attention, mais en ont profité partout où ils le pouvaient. Ainsi, chaque fois qu'un pays refusait de marcher au rythme qui leur était imposé, ils passaient simplement au suivant et parvenaient ainsi toujours à mettre le monde sous pression. Le fait qu'ils ferment maintenant les frontières partout est pour moi le signe que ces élites financières misent sur la séparation des peuples par les frontières nationales. Et pour moi, c'est un aspect important. C'est effectivement un revirement complet. Merci beaucoup de nous le rappeler. Mais notre but n'est pas de répandre la peur, mais de dire « Hey les gars, la maison est en feu » et de trouver ce qui peut être fait. Que peut-on faire ? Avez-vous déjà retiré votre argent de la banque ? De toute façon, je ne fais pas confiance aux banques, mais c'est dû à mon métier. Il est extrêmement important que chaque personne comprenne la situation dans son ensemble, car il est beaucoup plus facile de gérer une situation si vous savez quels pouvoirs sont à l'œuvre ici. Et beaucoup de gens se sentent très perturbés par l'hystérie sanitaire à l'œuvre actuellement, dans le monde entier. Et je veux leur dire d'aller voir du côté de l'OMS et qui ils sont vraiment, de regarder les vidéos de certains professionnels et de médecins qui essaient de donner une vision équilibrée et de ne pas participer à la panique collective. N'oubliez jamais que cette hystérie, cette panique est créée artificiellement et qu'elle profite à quelqu'un. À part cela, je peux seulement dire aux gens qu'il a toujours été important dans la vie d'avoir des provisions à la maison, pour ne pas dépendre des autres dans les situations d'urgence. D'autant plus que je crois qu'un blocage total se produira. Chacun devrait s'assurer qu'il prend soin de lui-même, mais pas en achetant et en accumulant dans la panique. Simplement en s'approvisionnant de manière raisonnable, de quoi tenir 1 ou 2 semaines, ce qui est encore tout à fait possible à ce stade. Cela deviendra plus difficile dans les semaines à venir, car les réapprovisionnements pourraient ne pas arriver assez vite dans les magasins et ils ne se trouveront pas dans les quantités habituelles, si l'économie est fermée, comme c'est actuellement le cas. L'autre chose à faire est d'aller dans les banques et de retirer de l'argent. L'argent liquide est vraiment important, car je m'attends à ce qu'il y ait un bank holiday à un moment donné. Et tout le monde sera donc dépendant des points d'accès à cet argent liquide. Et puis, il faut revenir en arrière, en Grèce, à Chypre, et ce qui s'est passé pendant des semaines, des files d'attente énormes, et au final, chaque personne n'a reçu que 20 € par personne, et encore, s'il restait quelque chose. Il y aura certainement des goulets d'étranglement. C'est pourquoi je recommande à tous les téléspectateurs de se préparer et de retirer un peu plus d'argent pour les prochains jours. S'il reste suffisamment de temps pour convertir notre argent liquide en actifs plus appropriés, quels actifs recommanderiez-vous? Geeignete Werte quasi zu retten. Welche Werte hältst du für geeignet? Tout d'abord, je pense que les valeurs non matérielles sont beaucoup plus importantes. Bien sûr, vous pouvez maintenant acheter à vos enfants et petits-enfants ce que vous avez toujours voulu leur acheter, ou réserver un cours de langue dans un endroit où vous pourrez un jour vous rendre pour en profiter. Des choses comme ça peuvent sembler intéressantes pour certains. Bien entendu, il est à craindre que l'argent liquide dont vous disposez ne vaille moins cher un peu plus tard. Les gens recommandent toujours d'acheter de l'or et de l'argent, mais on ne peut pas acheter du pain avec des pièces d'or. Et pour la plupart, les réserves d'or ont été happées de toute façon. Si vous pouvez mettre la main sur quelques pièces d'argent, cela peut valoir la peine d'y réfléchir, car vous pouvez payer votre pain avec des pièces d'argent à la boulangerie, en période d'urgence et de crise. Mais elles sont bien sûr difficiles à obtenir, car les boutiques qui en vendaient ont également fermé. Oui, exactement. Et comme je viens moi-même de ce secteur, je suis conscient que les chaînes d'approvisionnement sont rompues. Jeudi dernier, il a déjà été annoncé que les ateliers monétaires canadiens et américains sont en totale rupture de stock de pièces d'or et d'argent. Il n'y a plus de vol aussi. J'aurais aimé réserver un voyage autour du monde à la dernière minute, mais ce n'est plus possible. Ce que je trouve également important de signaler pour les téléspectateurs souffrant de maladies de longue durée ou graves, c'est leur approvisionnement en médicaments. Je ne suggère pas d'acheter des quantités de médicaments et de les stocker chez soi et d'en priver les autres, mais de discuter avec leur pharmacien de la durée de leur approvisionnement et de se préparer au pire. Vous mentionnez ici une chose vraiment intéressante. Il est question du coronavirus et de son rôle de bouc émissaire dans cette période d'incertitude. Ce virus, responsable des décès rapportés dans les médias dont il nous parle constamment. Que pensez-vous qu'il va se passer?
maintenant que ces chaînes d'approvisionnement sont rompues, que l'approvisionnement en médicaments est insuffisant, que des entreprises font faillite et du risque potentiel de dépossession. N'y a-t-il pas là un énorme risque que davantage de personnes meurent, non pas du Covid-19, mais à cause de l'impact que cela aura sur leur santé mentale, qu'elles se jettent par la fenêtre ou parce qu'elles ne peuvent obtenir leurs médicaments? Oui, c'est complètement irresponsable, mais ce n'est pas comme si nous n'avions jamais vu ce type de comportement irresponsable auparavant ou ailleurs. Il y a constamment des enfants qui meurent en Iran par manque de médicaments à cause des sanctions. Mais le peu d'intérêt que soulève cette question, le peu d'intérêt que ces vies humaines suscitent, se voit sans cesse. Il suffit de regarder une vidéo sur YouTube avec l'ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Madeleine Albright. Dans cet entretien, elle est interrogée sur les sanctions contre l'Iran et le fait qu'elle ait coûté la vie à 30 000 enfants. Et lorsqu'on lui demande si elle pense que cela en vaut encore la peine, elle répond oui. Elle pense absolument que cela en vaut malgré tout la peine. C'est à ce genre de personnes que nous avons affaire. Ce sont elles qui définissent et réglementent nos vies à ce stade. Tout le monde devrait le savoir. Et encore une fois, mon propos n'est pas de semer la panique, mais de permettre aux gens d'avoir une vision d'ensemble de la situation et des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Est-ce que les gouvernements nationaux peuvent encore intervenir? Ou bien font-ils partie du jeu? Ou bien est-ce que ce sont eux que l'on cherche à faire tomber? Ils font partie du jeu. Je pense qu'une grande partie d'entre eux sont également ignorants, en particulier en matière de finances. Il est étonnant de constater à quel point ils sont nombreux à être ignorants. Mais tous participent à ce jeu maintenant. Ils ne s'intéressent pas à la santé des gens. C'est assez évident. Supposons un instant que le coronavirus soit aussi dangereux que le gouvernement le dit, alors il devrait être qualifié de s'être montré totalement négligent, puisqu'il le savait déjà au moins depuis le début du mois de janvier, et absolument rien n'a été fait. Mais à l'époque, le gouvernement a tout simplement minimisé l'importance du problème, et M. Spahn, ministre allemand de la Santé, a assuré devant les caméras que tout était sous contrôle, en disant « ce n'est pas si grave ». Et maintenant, le même type dit face caméra exactement le contraire. Les écoles doivent être fermées, les magasins doivent être fermés, les gens et les entreprises doivent être sacrifiés, pour ainsi dire. Je pense qu'il est assez évident que ce type n'a aucun principe moral, pas plus que la bande de larbins qui l'entoure. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce jeu de mots ici. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Donc, en théorie, ils auraient dû annuler le carnaval. Absolument. Si cela avait vraiment été si dangereux, alors le carnaval aurait dû être annulé, absolument. Et c'est la première fois que je me suis dit, mais attends une minute, ça ne tient pas debout. Au début, j'étais moi-même assez inquiet, surtout en voyant les vidéos de Chine montrant les nombreux sacs mortuaires. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour nous ici? Mais il n'y a que deux options. Soit le virus n'était pas aussi dangereux qu'annoncé, soit il était vraiment dangereux et ils ont été complètement négligents. Mais comme je sais ce qui se passe dans le secteur financier en ce moment, la dernière vague de ce raz-de-marée, les choses commencent soudainement à prendre un sens. Die ganz große finale Welle des Tsunamis abläuft und jetzt verstehe ich, jetzt kann ich das einordnen, warum das alles so ist. Aïe, aïe, aïe. Ce sont des temps vraiment difficiles, je dois être honnête avec les téléspectateurs, des temps vraiment difficiles et aussi des temps dangereux. Et ce n'est pas parce que je veux semer la panique, mais nous nous trouvons à un seuil dangereux, à la veille d'un coup d'État financier fasciste orchestré au niveau international. Ok, mais tout le monde semble impliqué ici, l'OMS, l'ABRI, l'Union européenne, les Chinois et les Américains, et tout le monde est impliqué et devient fou. Tout le monde agit de concert. Pensez-vous qu'une monnaie mondiale pourrait être mise en place? Je ne peux rien exclure. Mais alors nous sommes totalement pris au piège. Tout est possible à ce stade. Alors comment nous débarrasser de ceux-là même qui nous baladent constamment? Je pense que le plus important est vraiment d'informer les gens. Ils doivent comprendre d'où cela vient. En ce moment, beaucoup de gens s'enferment dans leur appartement et leur maison et sont surtout terrifiés par le virus. Cela fait 10 ans que je cours partout pour essayer d'expliquer aux gens que la plus grande menace pour leur santé est le système financier actuel avec lequel nous vivons. L'élite financière, ces gens qui sont en train de piller le système, qu'il est à bout de souffle. Ces gens ne se soucient pas des vies humaines ou du bien-être des populations. Ils essaient de s'emparer de tout ce qui leur tombe sous la main et ils représentent une énorme menace pour l'humanité. Le plus important est donc que les gens comprennent ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est une chance énorme qui nous est offerte ici. Que les gens se demandent « Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais nos politiciens jouent maintenant les héros de la 11e heure, pour ainsi dire, les gestionnaires de crise par excellence. Die stellen sich ja jetzt als die
Krisenbewältiger, die Retter da. Mais ce n'est pas le cas. Ich habe gestern dieses Video da. Hier, j'ai regardé la vidéo d'Angela Merkel, notre chancelière, parlant d'un des plus grands défis historiques auxquels nous devions faire face. Tout cela d'une voix si peu convaincante et molle que je me suis presque endormie. Pensez-vous que les électeurs reconnaissent que les responsables, du moins ceux de ces dernières années, ont joué une mascarade et que peut-être à l'avenir, on ne devrait plus leur faire confiance aussi facilement? Verantwortung tragen, zumindest die uns in den letzten Jahren quasi bis an diesen Punkt sozusagen vertreten haben, uns eigentlich, ja, wie soll ich sagen, großes Schauspiel vorgemacht haben und dass man denen möglicherweise in Zukunft nicht mehr vertrauen kann? Bien sûr, il y a encore un certain niveau de confiance de la population dans le système. Et le discours d'Angela Merkel à la nation était certainement une tentative pour pacifier le pays et simultanément planter les graines des restrictions à venir. Sans bien sûr dire exactement ce qui va se passer. Je suis presque sûr qu'un verrouillage total et d'autres restrictions vont venir. Mais beaucoup de gens sont tellement paniqués en ce moment qu'ils ne peuvent pas penser clairement. Et c'est exactement le but recherché par les pouvoirs. Mais ce sont là les gens avec lesquels nous devrions avoir une conversation et parler des grands mécanismes qui se cachent derrière tout cela et encourager tout le monde à prendre position. Ils auront tout le temps nécessaire pour cela pendant le confinement, à condition que la vidéo soit suffisamment partagée, je l'espère. Avant un blocage total, tant qu'il y a du temps, ils peuvent se préparer. J'ai des provisions pour 3 semaines, un peu de métal précieux. Mes comptes sont en ordre pour que les paiements en cours soient couverts. Et c'est tout. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je ne veux pas embarquer dans ce train de panique. Y a-t-il quoi que ce soit d'important que j'ai oublié ? Je pense qu'il est vraiment important d'entrer en contact avec les gens et de tendre la main aux autres, surtout en temps de crise, tout comme il est important de sortir un peu d'argent et d'avoir suffisamment de nourriture. C'est une occasion historique de faire comprendre à tout le monde ce qui se passe réellement dans les coulisses. Une occasion historique s'est présentée à travers cette situation et nous devons en faire le meilleur usage. Den Menschen klar zu machen, was eigentlich hinter den Kulissen läuft. Diese historische Gelegenheit haben wir in dieser Situation und die müssen wir unbedingt nutzen. Vous avez grandi en Chine? J'y suis né, mais j'ai grandi en Corée. Ok, mais vous connaissez le dicton chinois en cas de risque? Non, désolé, pardon. Crise. Cela a 2 significations en chinois. Danger et possibilité. De grands changements se profilent à l'horizon et de très bonnes choses peuvent en découler. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas garanti. Maintenant, il est important que les gens soient raisonnables et connectent les points, comme dans les annonces de sécurité dans un avion, où ils vous encouragent à mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Alors seulement, vous pouvez vraiment aider les autres, surtout quand il s'agit de faire des choix comme celui de savoir qui devrait nous représenter au niveau du gouvernement national dans ce pays. Comment pouvons-nous garantir que nous obtenons un système financier et économique qui fonctionne vraiment pour la majorité et non pour une petite clique qui, derrière des portes closes, manigance pour se remplir les poches aux dépens des autres? Ich sage jetzt mal ganz bewusst Clique, die hinter verschlossenen Türen Pläne zur Selbstbereicherung auf Kosten aller anderen durchführen. Je ne peux qu'approuver cela. Je ne peux pas vous en demander plus pour l'instant et je ne veux pas trop m'étendre. Mais y a-t-il quoi que ce soit que nous ayons oublié de dire? Avez-vous une dernière réflexion? Ja, ich glaube nicht, aber wie gesagt, mein Schlusswort an die Menschen draußen ist auf jeden Fall. Je ne pense pas, à part encourager vraiment les gens à informer les autres et à aider ceux qui peuvent être vraiment sans défense à ce stade. Essayez vraiment de les aider. C'est la chose la plus importante. Essayez vraiment d'agir socialement. Ne vous isolez pas. Pensez à l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Il est crucial pour eux que ce système soit remplacé par un système monétaire démocratique. Ihrer Kinder und ihrer Enkel und für die ist es wichtig, dass dieses Finanzsystem durch ein demokratisches Geldsystem ersetzt wird. Merci beaucoup. Je peux vous serrer la main malgré le coronavirus et malgré la crise financière? Nous aimerions vous revoir dans quelques semaines, quand nous aurons une idée de la façon dont les choses se passent. Je vous souhaite tout le succès possible et vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci Hans Wolf. Merci beaucoup.